Salut et bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens ordinaires qui me racontent une décision ou un tournant déterminant dans leur vie et comment ils en sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ah ben non, c'est pas possible, il n'y a pas de liaison. Un peu plus eux-mêmes, un peu plus eux-mêmes. Bon. Moi, c'est Guillaume, je suis podcasteur de l'intime. Je suis un mélange de journaliste, psychanalyste, blogueur et sage-femme. Autant vous dire tout de suite que je n'ai pas les diplômes pour aucun de ces métiers. Mais j'aide les gens à accoucher de leur histoire intime pour prendre leur pouvoir et nous le partager. Pour m'inspirer moi, et je l'espère par ricochet, vous aussi qui écoutez. Vous allez entendre le témoignage de Sophie. Sophie, c'est la sœur d'Isabelle qui témoigne dans les épisodes précédents. Mais pas besoin d'avoir écouté sa sœur pour se plonger dans l'histoire de Sophie. D'ailleurs, leurs histoires sont bien différentes. Les deux sœurs ont été adoptées en Corée du Sud. Mais si sa sœur, Isabelle, embrasse le mythe familial qui invisibilise leur adoption, Sophie, elle, a toujours eu l'impression qu'elle ne faisait pas vraiment partie de cette famille. Sorte de décalage, un vide en elle. Au moment où on enregistre le témoignage de Sophie, elle va partir 4 jours plus tard pour son tout premier voyage en Corée du Sud, ce pays inconnu d'où elle vient. Sophie part avec son dossier d'adoption sous le bras, un dossier qu'elle vient de recevoir et dans lequel elle découvre de nouvelles pièces du puzzle sur ses origines. Comprendre d'où elle vient, qui sont ses parents biologiques et pourquoi elle a été abandonnée à 2 ans. Tout ça pour, comme elle le dit, commencer un nouveau chapitre de sa vie. Avant de vous laisser avec ce témoignage, pour être tenu au courant des prochains épisodes dans lesquels Sophie et Isabelle vont raconter ce qu'elles ont découvert pendant leur voyage en Corée du Sud, abonnez-vous sur votre plateforme votre plateforme d'écoute et activez les notifications. Et si vous aimez ce podcast, dites-le moi, en mettant par exemple 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. Ça vous prendra 2 secondes et ça pousse l'algorithme à recommander le podcast à plus de gens, m'aidant à trouver les prochains témoignages. Vous pouvez aussi faire un don, je vous mets le lien de ma cagnotte dans le descriptif de cet épisode. Et d'ailleurs, dans le descriptif de cet épisode, vous trouverez aussi mes autres podcasts sur l'intime et mes réseaux sociaux pour suivre mes coulisses. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt dans vos oreilles. Est-ce que finalement t'as écouté les épisodes de ta sœur Isabelle ? Non, je les écouterai après. Ah. Je voulais pas écouter avant, mais après je me suis dit peut-être que j'aurais dû écouter parce que on va peut-être dire des choses identiques. Mais en même temps, je me suis dit ça va perdre de la spontanéité en fait si j'écoute et que je me force à pas dire certaines choses. Donc non, j'ai préféré pas écouter. Quand Isabelle t'a proposé de me passer ton numéro, Ouais. Pourquoi t'as dit oui ? Pourquoi c'était important pour toi ? C'est quoi ton élan de témoigner ? Je sais pas vraiment. Ouais. Je sais pas vraiment, mais en fait, on a reçu tellement d'informations en peu de temps, enfin des informations que personnellement je cherchais depuis toujours, que j'avais envie d'en parler, même à mes amis. Enfin, d'habitude, je suis quand même assez secrète. C'est vrai que je parle pas forcément de moi. Par exemple, quand mon père est décédé, moi je l'ai dit à personne et c'est Isabelle qui m'a dit quand même dis-le à tes amis proches. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce que ça va leur faire, voilà. Donc moi c'est ma nature, mais c'est vrai que depuis que j'ai reçu le dossier, que il y a le voyage en Corée qui se prépare, j'en parle plus librement et je suis contente d'en parler, quoi. Et quel a été le déclic pour toi en fait ? Pourquoi toi tu dis depuis toujours je cherchais ces informations. Oui. Est-ce que tu peux me raconter ce qui vient de se passer là ? Sur cette recherche. Sur cette recherche, alors en fait, le vrai déclic, ça a été finalement le décès de mes parents adoptifs, donc de ma mère adoptive plus particulièrement. Moi, j'ai toujours eu envie de connaître mes origines, de connaître mon histoire, mais ça a toujours été un sujet tabou à la maison. C'était assez compliqué en tout cas d'aborder ce sujet, notamment avec ma mère. Et donc, quand elle est décédée, j'ai eu le déclic. J'ai dit à ma sœur, ça y est, je suis prête. Je veux aller en Corée.
Et puis la recherche du dossier, alors ça c'est quelque chose que j'avais, c'est une démarche que j'avais engagée déjà avant le confinement là, de 2020. Et puis c'est resté dans mes mails, j'attendais je ne sais quoi, mais j'attendais le déclic. Et en fait quand on a planifié le voyage en Corée, je me suis dit, bon bah là c'est le moment de le faire, puisque s'il y a des informations, comme on sera sur place, c'est le bon moment. Donc, Tu t'attendais à quelque chose en particulier ? alors j'étais persuadée que je trouverais rien dans mon dossier. Aucune information. En fait, je savais ni si j'avais été abandonnée, ni si on m'avait trouvée dans la rue, mais moi j'étais persuadée que je trouverais rien. Donc finalement, j'ai fait cette demande en fait de dossier parce que je me suis dit il faut quand même le faire, mais j'étais vraiment persuadée de trouver un dossier vide avec zéro information à part peut-être trouvé dans la rue à telle date, c'est tout. Avec quelles informations tu grandis ? Aujourd'hui, tu as quel âge ? Je vais avoir 44 ans. Et quel est ton prénom ? Sophie. Jusqu'à ce dossier, tu vis avec quelles informations ? Donc tu sais que tu as été adoptée. Ouais, je sais que je suis arrivée j'allais avoir 3 ans quand je suis arrivée en France. Tu es née où ? Je suis née, alors ça c'est aussi la découverte. J'ai toujours pensé que j'étais née à Séoul, en Corée du Sud. Et on va rester sur ce que tu savais avant la découverte. Oui. Donc c'est quoi les informations que tu as ? Tu sais que tu es née en Corée. Oui. Tu penses que tu es née où ? À Séoul. D'accord. Que tu arrives en France ? À l'âge de 3 ans. Et je savais que j'avais vécu quelque temps dans une famille d'accueil en Corée. Autrement, j'avais aucune autre information. Et quand je demandais à mes parents, notamment à ma mère adoptive, elle me disait qu'il n'y avait rien dans mon dossier, qu'elle l'avait perdu. Mais que de toute façon, il n'y avait rien dans mon dossier et que probablement mes parents étaient morts. Elle t'a dit je l'ai perdu. Oui. Mais que de toute façon, il n'y avait rien dedans. Et toi, tu as envie, tu dis, j'ai toujours cherché ces informations, donc tu lui posais, t'essayais souvent de mettre le sujet sur la table ? Oui. Régulièrement ? Alors régulièrement, pas forcément quand j'étais toute petite, même si ça me trottait déjà dans la tête, mais je crois vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à l'exprimer et à dire que j'avais envie d'en connaître un peu plus sur la Corée, d'apprendre le coréen. Et là, c'est vrai que la réaction de ma mère était assez violente. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Déjà, elle comprenait pas. Elle me disait, mais de toute façon, t'es pas coréenne, t'es française. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'elle a répété tout le temps. Qu'on n'était pas coréen, qu'on était français. Et puis, elle me disait que... elle était vraiment... elle nous faisait vraiment... moi, elle me faisait vraiment culpabiliser. Et elle me disait, bon, bah, si c'est comme ça, retourne dans ton pays et reste-y. Voilà, c'était une façon de ponctuer et de mettre fin à la conversation. Et très violente, t'es d'accord ? Oui. Tu réagissais comment, du coup ? Je disais rien, je me fermais et puis je repartais. Je voyais bien que c'était pas possible de discuter avec elle, que c'était un sujet sensible. Et moi, je me disais pas forcément qu'elle me comprenait pas. À cette époque, je me disais, bon, bah, ça lui fait du mal parce que c'est elle qui a pas pu avoir d'enfant. Donc, peut-être que ça lui renvoie le fait que on la considère pas vraiment comme notre mère. Donc, du coup, je repartais dans ma chambre et je passais à autre chose. Est-ce que tu sais noter l'impact de cette absence d'information sur ta vie jusqu'à 43 ans ou 44 ? Parce que là, le dossier, tu l'as reçu récemment, n'est-ce pas ? J'ai reçu fin août, oui. C'est ça, donc là, aujourd'hui, on est en octobre. Donc, sur ces 44 années, et la question n'est pas facile, hein, est-ce que tu vois un impact de cette tabou ? Alors moi, j'ai vraiment toujours senti un vide. J'ai toujours senti que je faisais pas vraiment partie, en tout cas pas complètement partie de la famille. Et j'étais la seule dans ma famille. Moi, j'ai un frère et une sœur qui ont également été adoptés. Et en tout cas, j'étais la seule à ressentir ça et à l'exprimer. Du coup, vous êtes frères et sœurs de sang ? Non. On est tous les trois de Corée du Sud, mais on n'est pas frères et sœurs de sang. Donc j'ai toujours senti que je faisais pas vraiment partie de la famille. J'ai toujours senti que j'étais pas non plus totalement française, même si on me disait t'es française. Et puis on grandit avec plein de questions sur pourquoi.
Est-ce qu'on ne voulait pas de moi? Alors moi, quand j'étais petite, je me suis fantasmée toute une histoire où mes parents, c'était un amour impossible, mais ils me voulaient, ils n'ont pas eu le choix, etc. Donc je pense que c'était aussi une manière de me protéger. Mais c'est plein de questions. Et si j'avais grandi là-bas, finalement, est-ce que j'aurais été plus heureuse? Et si, même si j'avais grandi en tant qu'orpheline en Corée, je me disais peut-être que j'aurais été plus heureuse qu'ici, ouais. Tu parles d'un vide. Est-ce que tu sais me le décrire? Tu parles de quoi? De moments seuls dans ta chambre à te sentir lourde? C'est une impression de corps? Oui, alors déjà, j'ai toujours été, effectivement, j'étais assez renfermée. J'aimais être seule. Après, ce que je ressentais vraiment, c'est difficile à décrire, mais en tout cas, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et même si finalement c'est pas grand-chose, c'est 3 ans d'une vie, c'est les 3 premières années, et en fait de ne rien savoir, et de faire comme si ma vie elle commençait à 3 ans quand je suis arrivée en France, c'était assez compliqué. Après, je saurais pas forcément décrire en termes de sensations ce que je ressentais, mais en tout cas je sentais qu'il manquait quelque chose. Ouais. J'ai dit frères et sœurs de sang. Est-ce que c'est une connerie? Je me rends compte là. Non, pas du tout. Ouais. Après, moi, je les appelle pas du tout mon frère et ma sœur adoptifs. Hein. C'est vraiment. C'est ça. Ouais. C'était juste pour préciser que c'est pas la même famille biologique. Exactement, oui. Mais non, c'est pas du tout une connerie. Okay. Du coup, jusqu'à 44 ans, ce vide et ce tabou, toi tu dis ça te déconnecte plutôt tu dis j'ai pas l'impression d'appartenir à la famille. C'est vrai que par rapport à mon frère et ma sœur, moi j'avais vraiment une certaine distance vis-à-vis de la famille, c'est-à-dire que même alors pas forcément mon père et ma mère adoptifs, mais mes oncles, tantes, cousins, pour moi c'était des gens, je comprenais pas pourquoi je devais les aimer, simplement parce que c'était le frère ou la sœur ou de mes parents. Enfin, j'avais vraiment cette distance. J'ai jamais été famille. Donc, je sais pas si c'est lié à ça ou si tout simplement je suis pas comme ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais. Disons que j'aimais pas spécialement les gens de ma famille. Je les détestais pas, mais je les appréciais pas spécialement. Et pour moi, si on n'apprécie pas spécialement des gens, on n'a pas une raison de les côtoyer. Donc, ouais, c'est. Tu en parlais à ton frère et à ta sœur de ce vide et ils disaient quoi? Alors non, j'en parlais pas du tout. En fait, moi, j'avais pas vraiment de rapport avec mon frère et ma sœur. Un peu plus avec mon frère quand j'ai grandi, on avait quelques amis en commun, etc. Mais ma sœur, qui a pourtant 2 ans de plus que moi, on se détestait. Mais ce qui était bien, c'est qu'on le savait toutes les deux et du coup, on s'évitait, on faisait le strict minimum et vraiment, on se parlait pas plus que ça. Donc j'ai jamais parlé de ces choses-là, sauf, on va dire, avec ma sœur, on s'est beaucoup rapprochés quand elle a été enceinte de son premier enfant. Elle est venue vivre à côté de chez moi, etc. Donc à ce moment-là, on a fait vraiment connaissance. Vraiment, pas en tant que sœur, mais en tant que personne. Et c'est là qu'on est devenus très amis, qu'on s'est rapprochés et qu'on a commencé à beaucoup parler de ces sujets. Et qu'est-ce que vous en disiez? En quoi ça t'a apporté ces échanges? Ça confirmait le fait que ma sœur et moi, on avait vraiment deux visions complètement différentes, mais parce qu'elle avait aussi une place dans la famille qui était complètement différente. Et on a vraiment des souvenirs identiques, mais avec 2 visions complètement opposées. Mais même si, effectivement, ma sœur n'a pas du tout vécu la même chose que moi, elle était toujours à l'écoute, et je pense qu'elle était... elle comprenait, en fait, ce que je disais, ce que je ressentais. Après, elle l'avait jamais vécu de cette manière, mais en tout cas, elle le comprenait, ouais. Et tu parles de quelle manière? Disons que... Moi, je te le disais au début, j'ai toujours été la seule à être très consciente que j'étais une enfant adoptée, très consciente que j'étais pas blanche, que j'étais pas tout à fait française,
Et du coup, on a vécu des vies complètement différentes. C'est-à-dire que moi, très tôt, j'ai réalisé que quand on me voyait dans la rue, on me prenait d'abord pour, pas forcément une Coréenne, mais pour une Chinoise, et pas pour une Française. Que moi, je sentais que même dans la famille de mes parents, même si on disait effectivement, vous êtes nos neveux, nos nièces, etc., moi, je sentais que c'était pas tout à fait vrai. Je l'ai toujours ressenti. Et le temps m'a donné raison, mais ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce que tu veux du coup me ramener au moment où tu fais la demande de dossier ? Oui. Donc je comprends que au décès de tes parents adoptifs, Oui. Tu décides de partir en Corée. Ça y est, t'es prête à faire ce voyage. Oui. Et du coup, tu te dis, faisons la demande de dossier d'adoption, même si je suis sûr que je vais rien y trouver. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, comment on fait ? Tu trouves facilement un site internet sur lequel tu remplis un formulaire ? Alors en fait, moi je m'étais déjà renseignée depuis longtemps et je savais qu'il y avait une agence d'adoption qui était vraiment la plus grosse agence d'adoption de Corée. Et mes parents à l'époque m'avaient dit qu'effectivement on était dans un orphelinat américain avec. Et donc j'ai fait le rapprochement. Donc j'ai trouvé cette agence d'adoption qui est Holt. Qui s'appelle Holt. Oui, qui s'appelle Holt. H-O-L-T. Oui, tout à fait. Et donc je suis allée sur le site, j'ai fait des recherches. J'ai pris contact avec eux, ils m'ont renvoyé vers un autre service qui s'occupe des post-adoption en fait. Et donc là, j'ai envoyé un mail en expliquant ce que je voulais, ce que je recherchais. Et cette personne m'a répondu et m'a envoyé 2 formulaires à compléter. Un avec un formulaire, avec des informations sur mon identité, et puis un autre sur qui je suis et qu'est-ce que je recherche exactement. Donc il fallait détailler un petit peu. Et ça, pourquoi ils font ça ? Pourquoi tu dois montrer ? C'est pas forcément montrer, je pense qu'ils ont envie de savoir un peu à l'avance si on souhaite rencontrer nos parents biologiques. Enfin voilà, il y a des démarches supplémentaires à faire dans ces cas-là, donc j'imagine que c'est pour ça. Mais j'aurais pu dire simplement je m'appelle Sophie et je veux récupérer mon dossier, le résultat aurait été le même. Étant donné que ta mère t'a dit avoir perdu ton dossier, Ouais. On te retrouve facilement dans les archives simplement avec ton prénom et ton nom adoptif ? Alors non, j'avais quand même une photo qui datait, je pense, de l'époque de l'orphelinat, avec un matricule. Et j'avais vérifié justement, alors j'étais allée voir sur YouTube, j'avais regardé plein de vidéos, plein de sites, et je savais que ce matricule, il correspondait bien à l'agence d'adoption, donc je leur ai envoyé la copie de cette photo avec mon matricule, mon nom et mon prénom coréen, avec ma date de naissance et le nom de mon père, de ma famille d'adoption. Et ça suffisait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu envoies ces 2 formulaires et tu reçois quoi ? Je reçois donc un mail du coordinateur coréen qui m'envoie en copie de ce mail mon dossier d'adoption. Qu'est-ce que tu découvres ? Déjà dans le mail, je découvre, puisqu'il me fait une petite synthèse du dossier, et je découvre que je porte le nom de mon père, alors que pour moi, mon père, il faisait pas du tout partie, en fait, de l'histoire. J'étais persuadée que mon père, il était inconnu. Tu sais pourquoi tu t'étais persuadée de cette... En fait, comme je me suis fantasmé plein d'histoires, en grandissant, je me suis dit, c'était peut-être pas un amour impossible, c'était peut-être que ma mère m'a eu quand elle était très jeune et que le père m'a jamais reconnue, etc. Donc j'étais un peu plus réaliste. Et donc c'est ce que je m'étais dit. Et au final, ce que j'ai appris, c'est que mes parents étaient mariés. Ils étaient mariés avant de m'avoir. Ils m'ont eu. Et puis j'allais avoir à peu près 2 ans. C'est là qu'ils ont décidé de me laisser à l'orphelinat. Et donc eux avaient 27 et 25 ans. Oui. Donc tu découvres que c'est eux qui t'ont amené dans un orphelinat. Oui. Est-ce que tu découvres dans le dossier pourquoi ? Alors, ce que je découvre, il n'y a pas forcément de détails sur la raison. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils avaient divorcé. Donc, ils étaient séparés. Et il y a simplement une précision sur le fait que mon père, particulièrement, ne pouvait pas s'occuper de moi tout seul. Rien sur ma mère. Est-ce que tu découvres d'autres choses dans ce dossier ?
Je découvre que je suis bien née le 22 octobre 1978. Ça, c'était... depuis toute petite, en fait, moi, j'ai jamais fêté mon anniversaire. Enfin, mis à part avec mes parents, parce qu'ils me forçaient, entre guillemets. Mais moi, j'ai jamais fêté mon anniversaire parce que je me suis toujours dit que c'était pas ma vraie date de naissance. Donc, j'ai eu la confirmation que j'étais bien née le 22 octobre 78. Mais attends, on est quel jour aujourd'hui ? Le 12 ou le 13, oui. Là, tu vas le fêter, du coup ? Ouais, je le fêtais en Corée. Ah. Ouais. Et j'ai découvert également que j'étais pas née à Séoul, mais que j'étais née dans une autre ville de Corée qui est Busan. Et ce qui est marrant, c'est que le 22 octobre, je serai à Busan. Par hasard ? Par hasard. Dans ton itinéraire ? Oui. Oh là là. J'avais prévu l'itinéraire avant de recevoir le dossier. Ah, c'est fou. Ouais, c'est marrant. Est-ce que tu découvres d'autres choses dans ce dossier ? J'ai quelques informations sur... En fait, quand on est placé en famille d'accueil, régulièrement, en fait, il complète un dossier et c'est un suivi un petit peu de l'évolution de l'enfant. Donc j'ai des informations, alors c'est des petites informations qui sont un peu anodines, mais qui pour moi sont importantes sur ce que je mange, ce que j'aime faire, ma personnalité. Et c'est marrant parce que dans le dossier, par exemple, la famille d'accueil indique que j'adore danser, chanter, qu'ils m'apprennent plein de danses. Et moi, quand j'étais petite, mon rêve absolu, c'était de devenir chanteuse. Bon, c'est un rêve que je n'ai jamais réalisé, mais j'apprends aussi que déjà petite, j'étais assez sauvage et méfiante avec les inconnus, mais que voilà, une fois que j'étais en confiance, je pouvais être câline et gentille. Mais ça, c'est marrant, parce que c'est un trait de personnalité que j'ai toujours. Donc qui n'a pas été... Moi, j'ai vu pas mal de psychologues dans mon adolescence. Et souvent, les psychologues disaient que si j'étais de cette manière, c'était à cause de l'adoption. Et du coup, j'ai appris que j'étais déjà comme ça avant mon adoption. Ces psychologues que tu voyais dans ton adolescence étaient en lien avec le vide que tu ressentais ? Je sais, peut-être, ça j'en sais rien, peut-être. C'était surtout les rapports conflictuels avec mes parents et ma mère adoptive, et c'est ma mère qui m'avait envoyé voir plusieurs psychologues parce qu'elle me trouvait bizarre, étrange. J'étais pas la petite fille qu'elle aurait voulu avoir, quoi. Elle te l'a dit ? Non, elle me l'a pas dit comme ça, mais elle me l'a fait sentir, oui. Qu'est-ce que ça change pour toi déjà de savoir que tes parents biologiques ont divorcé et que pas d'infos sur ta mère et ton père ne peut pas s'occuper de toi ? Qu'est-ce que ça change pour toi de savoir ça maintenant ? En fait, j'étais contente d'avoir l'information, mais en même temps, je me suis dit quand même, ils m'ont abandonnée quand j'avais 2 ans, et c'est vrai qu'à 2 ans, on a déjà quand même plein de souvenirs avec son enfant, donc ouais, c'était un sentiment des sentiments un peu partagés, mais j'étais quand même contente d'en savoir plus. Et au fond, j'étais pas non plus tout à fait surprise. Enfin, je vois dans mes rapports avec les gens aujourd'hui, depuis que je suis jeune, on me le dit souvent, ça, que j'ai du mal à m'attacher, que voilà, enfin, je pense que tout ça, c'est lié finalement. C'est. Comment dire ? Ouais, je pense que c'est lié. C'est. Même si j'en avais pas conscience, je pense que ça marque d'avoir été abandonné quand on a vécu 2 ans avec ses parents, que tout se passait pas forcément bien, puisqu'ils ont divorcé, donc il devait y avoir des conflits ou des problèmes. Mais de se dire quand même, ouais, à 2 ans, ils n'ont pas eu le temps de s'attacher. Mais bon, ça m'a pas non plus déprimée, je l'ai encaissé, et au final, ça m'a quand même fait du bien de savoir. Voilà, moi j'aime bien savoir, donc ça m'a fait du bien d'avoir ces informations, de savoir que je portais le nom de mon père, de connaître le nom de famille de ma mère, de savoir... voilà, le peu d'informations que j'ai reçues avec le dossier, finalement, ça m'a quand même... c'est comme un puzzle auquel il manque plein de pièces. Effectivement, il n'est pas complet, mais voilà, des pièces supplémentaires, ça permet quand même d'y voir un peu plus clair. Ouais. Et de te sentir un peu moins vide, tu vois un impact sur ce vide dont tu parlais ? Oui, tout à fait.
Pour écouter la suite du témoignage de Sophie, allez à l'épisode suivant.